Alors, nous avons ce soir un jury d'exception qui a accepté de venir trancher cet affrontement entre Saint-Denis et Nanterre. Alors, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour cette personne aussi talentueux qu'audacieux. Son esprit de synthèse nous mènera à la perfection, Monsieur Thibaut Desmoulins. Souvent qualifié de demi-dieu à juste titre, une référence incontournable de l'éloquence, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Xavier de Bonaventure. Nous avons également un juriste sincère et dévoué à l'imagination débordante, Monsieur Mathieu Dubois. Actuel secrétaire de la conférence, il est la quintessence de l'éloquence outre-Atlantique, Monsieur Nicolas Etchepard. Aussi élégante que brillante, quatrième secrétaire de la conférence, de son verbe aiguisé, elle fera des étincelles dans cette soirée, Madame Clémentine Cotineau. Si quelqu'un peut l'aider, il n'y a pas un substitut dans la salle parce qu'il a vraiment un gros problème, ce garçon. On vous écoute, allez, trêve de plaisanterie parce qu'on n'est pas là pour rigoler quand même. Merci Madame le Président. Ah, pardon, j'appelle l'affaire, pardonnez-moi, j'ai oublié de l'appeler. Attendez. Donc, je rappelle, nous sommes dans l'affaire ministère public contre Tony Muselière. À vous la parole. Merci Madame le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, charmants venus. Souviens-toi du vase de Soissons. Tels sont les mots lancés par Clovis aux soldats ayant brisé le vase. Ici, ce n'est point l'histoire d'un vase brisé, mais celui d'un espoir brisé. En effet, M. Bernard de Brigante, ce Clovis des temps modernes, a vu ses espoirs réduits à néant par M. Tony Muselière, ce soldat envieux, jaloux et dépressif. Encore une fois, à cause, et seulement à cause, de cette maladie qu'un dream, à la manière d'un certain Martin Luther King, a été anéanti. Ce dream, cette envie, cet espoir, ce rêve, s'est manifesté le jour où M. Bernard de Brigante a posé les yeux sur cette paire de vaseline dans la galerie parisienne. Ainsi pris par l'euphorie et la frénésie, M. Brigante se tourna alors vers M. Muselière. À court en œuvre d'art, respecté et respectable, ayant une solide réputation dans le monde des affaires. Toutefois, mesdames et messieurs, ne vous y trompez pas. Sous cet apparat d'un habile homme d'affaires se cache un homme toujours borderline avec la loi, qui a cette fois-ci dépassé la ligne qui sépare le légal de l'illégal.
cette ligne de démarcation entre le bien et le mal, entre Darth Vader et Luke Skywalker, entre Franck Ribéry et le Becherel, a été franchie au moment où M. Muselière a fait usage de cette somme à d'autres fins qu'à l'acquisition des fameux vases vides. Avec cet argent, et alors qu'il s'était engagé auprès de M. Brigante, M. Muselière a dépensé à tout va les sommes confiées pour l'acquisition des fameux vases vides. Assis entre bijoux, vêtements, week-ends et sans compagnie de sa conquête, l'argent de M. Brigante a été dilapidé et la paire de vases n'a jamais été livrée. Pour M. Brigante, le rêve s'arrête ici. Pour moi, c'est le début de mon petite histoire. M. Muselière est susceptible d'être pénalement condamné pour un abus de confiance. L'abus de confiance étant défini au sein de l'article 314 alinéa 1 du Code pénal, comme étant le fait, je cite, par une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. Ce délit est ainsi caractérisé par 3 éléments: un détournement, un préjudice et une intention. Toutefois, il suppose auparavant la réunion de 2 conditions. En effet, ce délit ne peut se concevoir que si, avant son détournement, le bien a été remis de manière précaire à l'auteur des faits, au terme d'un accord écrit ou verbal. Les conditions étant parfaitement remplies, dans la mesure où M. Brigante a octroyé à titre précaire l'argent de M. Muselière, et ce, au terme d'un accord explicite, afin d'acquérir la précieuse paire de vases. Dans ces conditions, il est dès lors possible de conclure à l'existence des conditions préalables de l'abus de confiance. Toutefois, il faut également caractériser l'infraction dans tous ces éléments constitutifs. Au sens de l'article 314-1 du Code pénal, l'élément matériel de l'abus de confiance consiste en un détournement générant un préjudice à autrui. Un détournement dans le cadre de l'abus de confiance se traduira par la violation de l'obligation d'en faire un usage déterminé. Cependant, le détournement est punissable si, et seulement si, le bien est employé volontairement à des fins étrangères de celles initialement prévues. Toutefois, un simple détournement ne permet pas de caractériser l'élément matériel de l'abus de confiance. En effet, le détournement doit nécessairement être préjudiciable à la victime. M. Brigante a donc subi un préjudice suite au détournement des fonds qui devait servir à l'acquisition de la précieuse paire de vases vides. Dans ces conditions, il est dès lors possible de conclure à l'existence de tous les éléments matériels du délit d'abus de confiance. L'élément moral de l'abus de confiance consiste, quant à lui, à la démonstration de la mauvaise foi de l'auteur du délit. L'article 121-3 alinéa 1 du Code pénal énonce qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. En effet, l'abus de confiance étant un délit intentionnel, l'on doit prouver que l'auteur du délit avait cause. En effet, l'abus de confiance étant un délit intentionnel. Monsieur le procureur, poursuivez. En effet, l'abus de confiance étant un délit intentionnel, l'on doit prouver que l'auteur du délit avait agi à la fois avec conscience à la fois de la précarité de la possession, mais également du caractère illicite de l'acte de détournement. En effet, M. Muselière ne pouvait ignorer que l'argent octroyé lui avait été remis à titre précaire. En utilisant ces sommes à d'autres fins qu'à l'acquisition des vases, M. Muselière avait conscience de détourner des sommes à l'usage auquel elles étaient destinées. Ainsi, il est dès lors possible de conclure à l'existence de l'élément moral du délit d'abus de confiance. Ce type d'acte, Madame le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, ne doit plus jamais se produire. À cet égard, Monsieur le Président, Madame le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, en vertu de l'article 314-1 alinéa 2 du Code pénal, je retire une peine de 3 ans de réclusion, ainsi qu'une amende de 375 000 € d'amende. J'ai le sentiment, Messieurs, Madame le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, que vous ne condamnerez ni ce qui n'est juste, ni moins qui n'est nécessaire.
que ça vous aurait échappé, je ne suis pas un travesti. J'avais oublié de délivrer le nom du représentant du ministère public aujourd'hui, et il s'agissait de Jason Porter. Merci à vous. Donc, j'appelle la défense à la barre en la personne de Monsieur Marc Denis. On peut l'applaudir. Madame le Président, Messieurs les juges, j'objecterai avant toute chose que je suis relativement circonspect quant à la prescription dans cette affaire. Les faits ayant été découverts en septembre 2009 et la prescription étant d'ordre public 3 ans pour ce délit, je laisse au tribunal le soin d'examiner cette question. En tout état de cause, si le temps a fait son œuvre, le parquet, lui, n'a pas fait la sienne. Mais, dans une politique bien connue, ceci n'est qu'un point de détail de notre histoire. Alors, cette notoriété publique, tout le monde le sait, les courtiers sont des escrocs inscrits au registre du commerce. Rien d'étonnant donc à voir M. Muselier prévenu dans cette affaire. Un homme dont M. le procureur s'était vertué à nous démontrer toute l'habileté, toute l'habilité et toute la vénalité. Et je dois dire qu'à ce titre, le réquisitoire de M. le procureur fut d'une grande tenue. Mais je crains, pardonnez-moi, qu'il manque de contenu. J'ai la douloureuse impression que derrière la rigidité cadavérique de ce réquisitoire, le mot est faible, M. le procureur nous a tronçonné le dossier, il nous l'a dénaturé, il nous l'a instrumentalisé. Je ne puis m'en tenir à une telle présentation des faits, et vous ne pouvez pas statuer selon une telle déformation de la vérité. M. Muselière ne serait donc pas un homme respectable, dit-on. Il serait impitoyable, odieux dans l'affaire, ne respectant les lois commerciales que véritablement pour renforcer et encore agressif. Non, décidément, M. Muselière n'a pas d'indication de confisquer des organes. Et pourtant, il n'est pas le monstre d'André. Courtier en art n'est pas un métier d'escroc. Il exige une certaine culture, une certaine rigueur, deux qualités qu'il a mises au service d'une détermination et d'un professionnalisme sans faille. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si cette ardeur à la tâche a rapproché M. Brigante de M. Muselier. M. Brigante, riche aristocrate italien et friand d'art, a donc jeté son dévolu sur deux vases de quelconque dynastie chinoise et a sollicité pour les obtenir le concours de mon client, M. Muselier. M. Brigante lui prête une certaine somme d'argent qui l'accompagne d'une reconnaissance de dette, et puis les jours s'écoulent, les mois passent, et pas de signe d'achat. Et c'est tout à fait fortuitement un beau matin que M. Brigante découvre M. Muselière, accompagné d'une femme délicieusement parée et ayant deux ovules de la Wehrmacht à la place de la voiture. Ah, stupeur, indignation, horreur, émanation, j'en passe et des meilleurs, et voilà M. Muselière avec reconnaissance de dette sous les yeux et procédera de confiance au dernier. Je dois avouer que j'ai été pour le moins surpris de devoir plaider une affaire pénale alors que ni vous ni moi ne pourrions être ici ce soir. Je m'explique. L'abus de confiance, énoncé à l'article 314-1 du Code pénal, suppose, pour constituer, un élément matériel et un élément moral. Ça, nous le savons, M. le procureur nous a fait la démonstration. Et avant cela, il suppose une condition préalable. Cette condition préalable, c'est la remise volontaire du faux, et c'est là, en réalité, le nœud gordien de cette affaire. Nœud qu'il me faut trancher pour vous démontrer le fourvoiement du ministère public. Alors, il est exact que cette remise a été volontaire. Je ne le conteste pas. Il est tout aussi exact que ce fonds a été prêté dans une optique particulière. Je ne le conteste pas non plus. Il serait idiot de penser que cette somme a été prêtée dans le livre. Mais la question n'est pas là. La question est en réalité bien plus simple pour qui veut bien l'entendre. La question c'est, à quoi sert une reconnaissance de dette? À quoi sert ce petit bout de papier vendu si véhémentement par M. Brigante, qui s'est révélé bien tard d'ailleurs, 9 mois après? Eh bien c'est un écrit par lequel une personne s'engage à rembourser à une autre la somme qui lui avait été prêtée. Et c'est bien là la clé de cette affaire. Parce que ceci est bien la preuve que quel que soit l'usage que M. Muselier en a fait, quelle que soit la somme qu'il ait dépensée, les fonds dont il disposait avaient été prêtés. Ce prêt est même inscrit noir sur blanc dans ce dossier. Bernardo prête une somme d'argent. Comme vous le savez, Madame la Présidente, Messieurs les juges, mais peut-être devrais-je le rappeler, il est nécessaire que ces qualifications soient retenues, que l'argent soit retenu à titre précaire. Or, un prêt n'a rien de précaire.
Il suffit de constater le temps de réaction de M. Briganté pour s'en rendre compte, je le rappelle, 9 fois quand même. La conséquence directe, c'est que la propriété de l'argent ne revenait non plus à M. Briganté, mais bien à M. Muselière. Il y a eu un transfert de propriété. L'argent lui appartenait. Alors, comment pourrait-on détourner une chose qui nous appartient? Eh bien, c'est très simple, on ne le peut pas. On ne peut pas. La propriété exclut l'abus de confiance. Cette solution n'est pas nouvelle. Elle a été consacrée à maintes reprises par la jurisprudence. Chambre criminelle, 13 janvier 2010. J'en ai encore. Chambre criminelle, 5 septembre 2007. Chambre criminelle, 19 septembre 2007. Je suis sûr que M. le procureur avait peur que j'utilise, et bien je vais le faire plaisir. Je vais l'utiliser. Nous étions dans le même cas. Et à supposer même, comme l'insinue M. le procureur, que l'acte passé entre M. Muselière et M. Briganté soit un mandat forcément tacite, ce que l'on ne peut pas prouver. M. Muselière n'en serait qui que pour un dépassement, et en aucun cas un abus de confiance. Une reconnaissance de dette n'emporte pas mandat. Ne consacrons pas ici une présomption de mauvaise foi. Mandat d'ailleurs qui soulève cette question, mandat s'il existait bien sûr, qui poserait cette question. Pourquoi M. Briganté, ayant repéré l'objet qu'il voulait obtenir, qui est chez à l'appui, ayant l'argent pour l'obtenir, et connaissant l'endroit où l'obtenir, pourquoi cet homme est-il passé par un intermédiaire? Alors moi je ne sais pas. Il doit y avoir une histoire avec le fisc français derrière. Je ne dirais pas que tous les Italiens sont des escrocs, ce serait pas pléonasme, mais la démarche me semble pour le moins singulière, si c'était suspect quand on connaît la réglementation en vigueur. Eh oui, faisons un peu de signe, je sais, c'est pas bon, faisons un peu de signe. L'article L112-6 du Code monétaire et financier, et le Code de déontologie égalitaire est un peu plus clair. En espèces, qui est le cas ici, pas plus de 3 000 € pour une œuvre d'art. Étant donné la somme dépensée par M. Muselière, nous avons largement dépassé cela. Alors, à supposer même que M. Briganté ait délivré un mandat, il eût été illicite, car dérogeant à l'article 6 du Code civil. Et là, c'est incroyable. Alors là, j'adore, parce que si on résume bien, non seulement on nous reproche de ne pas avoir fait quelque chose, mais en plus, s'il avait fait, on lui reprocherait quand même. Mais où va-t-on? C'est insensé. De toute manière, un professionnel comme M. Muselière, tenant si fortement à sa carrière, n'aurait pas pris le risque d'exercer derrière les barreaux. Et dans ce cas hautement hypothétique du mandat, par la dépense de cet argent, c'est au mieux un repentir actif qui n'innocente. En tout état de cause, si la condition préalable de l'abus de confiance n'est pas remplie, ce que je vous ai démontré, c'est qu'il n'y a pas de confiance. Et ici, nous sommes en l'occurrence d'un prêt qui emporte la propriété et ne remplit pas les conditions de remise préalable. À partir de là, la seule chose que vous pouvez rapprocher à M. Muselière, la seule chose, l'unique chose, c'est son inexécution. Et ça, c'était plus de votre ressort. Et ça, la limite, c'était même plus bien. C'est du ressort du juge civil, devant une juridiction tout aussi civile. Madame le Président, messieurs les juges, serait-ce à ce point scandaleux de relâcher M. Muselière? Sur le plan moral? Oui. Bien sûr. Parce que quand on contracte une dette, eh bien on s'engage à la rembourser. Parce que si vous demandez à tous ceux avec qui il y a des dossiers, eh bien ils vous diront, mais c'est un requin. Bon sang, mais il faut le condamner, il ne va pas s'en tirer. Au moins, s'il n'est pas puni pour ça, il sera puni pour toutes les fois il a flirté avec la loi commerciale et c'est pas faire. Peut-être. Vous ne manquez pas à juger moralement, et vous non plus. Et de toute façon, ça ce n'est pas l'homme que je défends. Ça c'est seulement ce qu'il représente, le symbole de la négociation, le scrupuleux, cynique et dur. Mais si on réfléchit bien, quand on est dur avec les autres, c'est qu'on est dur avec soi-même, dur avec sa carrière, dur avec son travail, dur avec ses adversaires, et tout cela pourquoi? Tout cela pour ses clients, y compris ceux qui quémandent des dommages et intérêts 7 ans après la prescription. Il serait imprudent de penser qu'être dur en affaires n'oblige pas à des sacrifices. À l'instar de sa carrière, M. Muselière a fait de ses clients sa priorité, il le dit avec une sincérité un peu morbide, je dois l'avouer. Certes, le patron ne sera jamais la reine, mais le client, lui, est le roi. Que ne ferais-je pas pour eux? Cette abnégation, c'est sa réputation, c'est son honneur. C'est l'homme que je défends devant vous ce soir. Alors, à supposer même qu'il ait détourné ses fonds, ce qui n'est pas le cas, je vous en ai fait la démonstration. En avait-il vraiment l'intention? Mais bien sûr que non, en aucune manière. Il s'apprêtait même à les acheter, ces vases, à une nouvelle fois faire ce pourquoi on le demande. Mais bien sûr, à force d'être aussi dur, il y a de petites choses qui font craquer la carapace. Et voilà cette femme, l'œuvre d'art qu'il a recherchée toute sa vie, l'œuvre qu'il ne voudra jamais vendre. Magnifique, parfaitement dessinée. Je crois que pour une fois, il ne voulait pas ressentir ce petit pincement au cœur, vous savez, du tableau qui s'en va auprès du client. Et sachant que l'argent lui appartenait, en toute légalité bien sûr, eh bien, il a saisi cette chance. Pensez-vous vraiment
Qu'un homme qui détourne frauduleusement des fonds s'exposerait ainsi en public, avec sa réputation, tout ce qu'il a construit partiellement de zéro. Mais non, s'il s'est exposé, c'est parce qu'il n'avait rien à craindre, parce que cet argent lui appartenait, parce qu'il n'avait même pas conscience de l'exécution de son obligation, cet imbécile. Oui, c'est un imbécile amoureux, mais un imbécile quand même. En fait, je crois que, parce qu'en fait, pour une fois, il a pu vivre avec l'homme. Si vous pensez qu'une fois découvert, il ne pouvait plus quitter le mot parce qu'il était pris la main dans le sac, eh bien vous vous trompez. Vous vous trompez lourdement. Ce n'est pas parce qu'il était en flagrance, non. Il était dégoûtant, c'est parce que cette fois, il avait fait passer son intérêt avant celui de ses clients. Parce qu'il avait enfreint la règle qu'il s'était fixée. Le client avant tout, le service du roi. Vous voyez, Madame le Président, même moralement, il est difficile de le condamner. Alors, on vous demande une condamnation. Le temps ayant déjà fait son œuvre, faites donc l'œuvre du roi. Relaxez, monsieur Muselier. Joignez bien. Merci maître, magnifique leçon que vous nous avez sortie là. Alors, bien, l'affaire est mise en délibéré et la décision sera rendue après la suspension d'audience. Monsieur l'assesseur, avant que vous vous endormiez complètement, avons-nous ce soir une autre affaire au rôle? Oui, Madame la Présidente. Oui, très bien. Alors, de quoi s'agit-il? Alors oui, c'est une affaire un peu particulière que nous avons à traiter ce soir. Nous avons un monsieur Lumière et un madame Ténèbres. Peut-on apprécier la lumière sans connaître les ténèbres? Eh bien, nous avons un ministère public qui s'exprimera par la négative. Donc, je l'appelle Sarah Benoît de Saint-Denis. La parole. Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 19. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres. Madame le Président, cher jury, tendre peuple d'Elysias, lueur obscure, j'ai la chance inouïe ce soir, ce qui arrive trop peu souvent, d'avoir l'entière attention de toute une assemblée. Alors, je vais profiter de ce privilège pour vous parler ce soir de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et que j'admire beaucoup. C'est donc tout naturellement que je vais vous conter mon histoire. Histoire dans laquelle je tiendrai évidemment le rôle principal et la narration. Histoire dans laquelle chacun pourra s'identifier, avec un peu d'ambition. Avant toute chose, si vous espériez être impressionné par la culture, le savoir qui pourrait sortir de ma bouche, vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas parce qu'il n'y aura pas de référence historique. Il n'y aura pas de référence culturelle, religieuse, de grands noms de philosophes. Pourquoi? Parce que lorsque je me pose une question, quelle qu'elle soit, et en l'occurrence, peut-on apprécier la lumière sans connaître les ténèbres, je me la pose là, maintenant, dans nos vies à nous. Raison donc pour laquelle, humble, je me prends pour exemple. Première nuit, 4 heures du matin, angoisse, insomnie, agitation, tourment. S'arrête épuisé, mais l'insomnie l'empêche de s'apaiser. Dans ces moments, une seule hâte que la nuit s'achève. Alors, lorsque Sarah aperçoit l'aube pointer le bout de son nez, c'est un tel soulagement. 8 heures. En étudiante studieuse, Sarah se lève tôt pour arriver à l'heure en cours. Oui, parce que je ne sais pas quels sont les moyens à Paris 10, mais à Paris 8, il faut se battre pour avoir une prise électrique en cours. Alors, acharnée, déterminée, Sarah prend le métro, se faufile, se fraye un chemin,
La voilà dans ce sol bruyant, brinque-ballant, dont la proximité des besoins de la femme ne lui déplaît pas, mais leur odeur lui fait presque regretter l'horreur de sa nuit. Et dans ces moments-là, ne pas respirer ou vomir, il faut choisir. Quelques stations plus tard, les plus chanceux, une éternité pour les plus malheureux, éjectés en dehors du wagon, Sarah aperçoit, en bas des escalators, la clarté du jour. La journée est trépidante, mais Sarah ne s'arrête pas là. Près du cours, Sarah n'est que confusion, elle n'est qu'un ventre noué, un estomac serré, ses entrailles semblent se déchirer. Sarah, presque en colère, rentre chez elle avec rage. Et une fois arrivée, en ouvrant son réfrigérateur, elle en est presque éblouie par la lumière qui le renvoie. Éblouie par tout le bonheur. Plus tard, Sarah se détend devant Touche pas. Plus tard, Sarah se détend devant BFM TV. Lorsque soudain, coupure de courant. Noyée, perdue dans la pénombre totale de la pièce, Sarah se précipite vers l'interrupteur. Il ne marche pas, elle court au disjoncteur. Si elle a trop de boutons, elle retourne à l'interrupteur, on ne sait jamais. Là, c'est le moment fort du scénario. Comme tout bon film français, nous connaissons la fin. Lorsque le courant revient, Sarah est soulagée, apaisée. Fin, ne perdez pas votre temps et mon temps à applaudir. Je n'ai pas fini. Analysons plutôt ce qui vient de se passer. J'ai apprécié tout au long de ma journée ces illuminations, ces lumières de part et d'autre, parce que, et uniquement parce que, j'ai connu le noir, le morne, l'angoisse, car oui, vous auriez compris que derrière tous ces illustres exemples se cache une dimension mentale et psychologique. Donc ici, oui, on ne peut pas apprécier la lumière sans connaître les ténèbres. Mais apprécier. Arrêtons-nous un instant sur ce mot. Apprécier, c'est juger de la valeur de quelqu'un ou de quelque chose. C'est l'estimer, lui reconnaître des qualités. Cette notion n'est-elle donc pas absolument subjective? Bah si! Regardez, nuit suivante. 4 heures du matin, insomnie, angoisse, agitation. Sarah, pour tenter de s'apaiser, allume la télévision. Mais les images qu'elle voit aux informations, les idioties qui y sont racontées, l'hypocrisie criante, la pornographie, lui déplaisent tant si, qu'elle préfère l'éteindre. 8 heures, toujours studieuse, Sarah reprend le métro. On pense beaucoup dans le métro, on pense beaucoup. Puis ce matin, Sarah a allumé son cerveau un peu tôt. Et ce qu'elle trouve au plus profond de son âme lui fait si peur qu'elle préfère fermer les yeux. Ou plus penser. Après les cours, il fait déjà presque nuit. Sarah rentre chez elle, allume la lumière de sa chambre, elle trouve un tel désordre qu'elle préfère l'éteindre. C'est là que vous entrez en jeu. Mais pas tous. Ce n'est pas un film d'auteur, c'est un film à gros budget. Mise en lumière devant vous ce soir, Sarah appréciera d'autant plus sa solitude en rentrant. Et comme dans les films, la jolie blonde meurt toujours en premier, elle reconnaîtra comme Baudelaire sa belle visiteuse, noire et pourtant lumineuse. Voilà le problème, les amis. Le problème, c'est que la lumière n'embellit pas. La lumière ne fait qu'éclairer la réalité, une réalité crue, faite de désordre, de salissure, de corruption, d'insultes, d'immoralité. Gérard de Nerval disait « Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon lutte constellée porte le soleil noir de la mélancolie. » Et à l'inverse, dans les ténèbres, tout est clair. L'obscurité apporte à nos cœurs l'apaisement dont nous avons besoin. Dont vous avez besoin.
Éteins la lumière. Montre-moi ton côté sombre. Ne mentez pas. Je suis certaine que beaucoup d'entre nous ont fait d'obscures choses dans de sombres endroits avec un immense plaisir. Alors certes, il faut connaître les ténèbres pour apprécier la lumière. Mais je crois à l'inverse, et peut-être plus encore, qu'il faut connaître la lumière pour apprécier les ténèbres. Merci Mademoiselle Benoît. Nous allons maintenant écouter Monsieur Jocelyn Guillon de Paris 10 Nanterre sur l'affirmative et en France. Madame le Président, ou devrais-je dire Clémentine, Messieurs les membres du jury, Madame ma contradictrice, c'était trop facile. À titre liminaire, je tiens à remercier l'association Lysias, ainsi que l'auteur des sujets, qui depuis l'année dernière m'ont poussé à défendre les végétariens, les œufs brouillés, les sourds, le roi de France. En somme, à renier la plupart de mes valeurs pour le plaisir de l'éloquence. J'ai cru que la réhabilitation du roi de France serait mon dernier fait d'armes. Eh bien, non. Ils ont réussi à faire mieux, puisqu'à la lecture du sujet, j'ai cru comprendre qu'on attendait de moi que je fasse une profession de foi tel un témoin de Jéhovah. Cependant, le grand nombre de Bourbons ingurgités lors de mon discours en faveur du roi de France a eu raison de moi. J'ai fait une crise de foi. Mais cessons là cette digression. Mais cessons là cette digression et venons-en à notre sujet, la lumière. Ça mérite qu'on réfléchisse. Peut-on apprécier la lumière sans connaître les ténèbres? Eh bien, c'est assez dit. Et sur cette matière, vous allez recevoir une pleine lumière. Me voilà seul face à mon sujet, seul face à ma feuille. Le syndrome de la page blanche me submerge. Je décide donc de me saisir de mon ordinateur et me voilà seul à nouveau face à l'écran noir de mes nuits blanches. Je vais devoir m'attaquer à la pensée de Sartre. Me voilà la mort dans l'âme. Et à l'idée que je risque d'avoir à me salir les mains me prend soudainement la nausée. L'engrenage est enclenché et je m'aperçois que seuls les mots me permettent de franchir le mur. Le halo de lumière bleue qui jaillit de mon écran dans un flot ininterrompu me nimbe et m'enlace. Et bercé par la nuit, baigné dans cette douce et indécise lumière, me reviennent les mots de Khalil Gibran. En tout homme résident deux êtres, l'un éveillé dans les ténèbres, l'autre assoupi dans la lumière. À ce moment-là, qui suis-je? Suis-je le premier ou suis-je le second? Je ne saurais dire, je suis l'un et l'autre, voilà la dualité de la vie. Nulle ténèbres sans lumière, et nulle lumière sans ténèbres. Ce ne sont là que les deux faces d'une même pièce. Vous pouvez alors choisir d'user, si tel est votre choix, des deux côtés de la pièce. Je ne pourrais nier, la lumière a une saveur particulière lorsqu'elle arrive après les ténèbres. Mais il n'est nullement indispensable d'avoir vu les ténèbres pour apprécier la lumière. Peu importe que vous ayez vu la nuit sombre et froide pour apprécier la chaleur d'un lever de soleil, la sensation d'envahissement de cette aurore voilée, le scintillement sur l'eau des traits tirés par l'astre solaire. La question qui nous est posée ici reviendrait en somme à se demander si pour apprécier Paris, la ville lumière, il faudrait connaître Dunkerque ou Saint-Denis. Eh bien non, nul besoin d'aller arpenter leurs rues obscures pour apprécier l'aura de la capitale. Quoi de mieux qu'une balade sur les quais avec le soleil au zénith qui se reflète sur la tour Eiffel, rayonne sur la Seine et nacre le ciel? Quoi de mieux que de profiter de Paris lorsque la ville met ses habits de lumière? Profitons-en tant que cela est possible, car si la ville continuera à se vêtir de lumière, certains de ses habitants feront l'inverse, ce qui risque d'entacher légèrement la beauté du paysage, ou du moins de vous offrir une vision plus abrupte du charme parisien. Face à un attroupement de nudistes, on serait plutôt ravi que tombent instantanément les ténèbres.
Toutefois, restreindre cette question à la simple lumière visuelle serait se fourvoyer. Car la lumière, si elle éclaire les yeux, éclaire également l'esprit, l'âme. Et c'est bien cette lumière de l'âme qui nous permet de nous écarter des ténèbres. Revenons à l'origine, à l'aube de la vie. La voilà l'illumination, la lueur d'espoir. Lorsque deux cœurs et deux corps s'enlacent et s'embrassent, s'entraînent et s'étreignent. Ce qui, à n'en pas douter, est plus appréciable que de pratiquer l'onanisme seulement noir. Lorsque ces deux flammes, attisées par un coup de foudre, brûleront du feu ardent de la passion et éblouiront le monde de leur amour, alors là, nous verrons naître la flamme de la vie. Oui, l'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. Et de cette étincelle charnelle viendra l'étincelle de la vie. Et de la lumière viendra la lumière. Je vous l'accorde, ce genre de phrase me donne finalement l'impression de faire une profession de foi. Cependant, mes rapports conflictuels à la religion me poussent à refuser de lui laisser le monopole de la défense de la lumière. En effet, j'ai du mal à m'accorder avec les cléricaux en tout genre, et même les clercs de génie me semblent souvent bien doctrinaires. Moi qui m'étais juré de ne pas défendre les bigots illuminés de toutes les chapelles, voilà que je les utilise pour prouver mon propos. Eux qui n'ont pas conscience des ténèbres, qui les entourent et qui voient seulement la lumière qui les attend, sont-ils malheureux? D'après la Bible, non, car comme le disait saint Matthieu dans son évangile, heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pour ma part, j'ai une préférence pour la version de Michel Audiard, qui me semble correspondre à merveille à la profession d'avocat. Celui-ci disait « Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière ». Mais la lumière n'est pas la chasse gardée des religions monothéistes. Les anciennes religions sont également très friandes de cette notion. Pour prendre un exemple qui semble actuellement faire fureur, nous pourrions parler du mythe gaulois de Bélénos, notre ancêtre à tous, évidemment. Bélénos dit le resplendissant est le dieu du soleil, il est le symbole de l'harmonie et de la beauté. Preuve qu'il est loin d'être l'ancêtre de certains. Il réchauffe l'âme et le corps, provoque l'illumination spirituelle et sait guérir tous les maux. Bélénos pourra donc vous servir d'homme à tout faire, de radiateur, de lampe de chevet, de bouche de secours. Au-delà de ça, cet exemple montre que l'harmonie vient du soleil, de la lumière, du bien, et non de l'obscurité. Mais laissons désormais de côté cet aspect théologique de la question, et intéressons-nous à une période moins lointaine, le XVIIIe siècle. À cette époque, la lumière va entrer par réfraction dans la pensée philosophique. Et c'est ainsi que naîtra le siècle des Lumières. La philosophie des Lumières, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne s'est pas élevée contre les ténèbres en elles-mêmes, mais contre une autre lumière, celle dont nous venons de parler, l'illumination divine. D'une lumière divine écrasante qui brille et plonge le monde dans les ténèbres, Montesquieu, Diderot, d'Alembert et Voltaire ont préféré auréoler le monde d'une lumière qui rayonne et qui éclaire tout un chacun. Cette lumière, c'est celle de la raison, c'est le savoir, la connaissance. Et aujourd'hui encore, nous en savourons les bienfaits, nous qui n'avons pas connu les ténèbres. Vous voyez le lieu dans lequel nous sommes ce soir. Ici même, plus tôt aujourd'hui, des centaines d'étudiants ont été éclairés par leurs professeurs. Étaient-ils avant cela dans les ténèbres? Étaient-ils tous ignorants? J'en doute. Certains étaient déjà éclairés et le seront de plus en plus tout au long de leurs études. Études dont ils cueilleront les fruits avec le plus grand des plaisirs, avant d'aller chercher du boulot après l'emploi. Je ne voudrais pas que vous vous mépreniez sur mon propos. La culture et le savoir doivent également être partagés avec ceux qui en manquent. Le fait d'être éclairé n'est pas l'apanage de tête d'ampoule. Je le répète, qu'on ait connu ou non les ténèbres, on peut malgré tout accueillir la lumière avec euphorie. Vous n'avez pas à vous infliger une descente dans les limbes de la pensée humaine pour vous délecter de la lumière de la raison. Vous n'avez pas à écouter, à entendre Maître Gims pour apprécier Mozart. Vous n'avez pas à vous infliger les interventions débilisantes de Morano, Hanouna ou Zemmour pour apprécier la décence et l'intelligence. La lumière est toujours appréciable. Alors pourquoi vouloir nous imposer les ténèbres afin d'apprécier? Si l'ombre est le pendant de la lumière, nous avons besoin d'en avoir expérimenté les affres pour pouvoir être heureux par la suite. La réelle problématique de notre société n'est donc pas de savoir si ceux qui auraient connu ou non les ténèbres pourraient apprécier la lumière. Mais c'est bien de lutter pour que personne ne reste terré dans l'obscurité. Malcolm X l'affirmait ainsi. La lumière crée de la compréhension. La compréhension crée de l'amour crée de la patience et la patience crée de l'unité. Oui, il faut lutter contre tous les types d'obscurantisme. Lutter contre cette éclipse de la pensée qui conduit à nous opposer les uns aux autres. Comme si d'un côté il y avait des êtres de lumière civilisés et de l'autre des individus obscurs et dangereux. Les obscurantistes se trompent foncièrement. Aveuglés par leur haine, ils sombrent dans les ténèbres et n'en ressortiront pas de plein gré.
Se voilant la face, ils ne savent plus distinguer l'ombre de la lumière, car c'est une évidence. Ne voit la lumière que celui qui est éclairé. Et pour lutter contre l'obscurantisme, la peur, le désespoir, il faut user des bons outils. D'aucuns ont essayé d'éclairer Jeanne d'Arc, ça a plutôt fini en barbecue. D'autres ont avoué avoir eu pour projet de créer une colonie souterraine d'enfants dans d'anciennes lignes où régnerait le bien, l'harmonie et la sécurité. Heureusement, Marc Dutroux a été condamné. Pour lutter contre les ténèbres, il faut transmettre son savoir, apprendre aux autres et apprendre des autres. Ne pas se fermer à l'échange, au débat, car le langage est la lumière qui émane de l'homme. Exception faite de Madame Boutin qui nous a prouvé que le silence peut pour certains être une idée brillante. Nous devons suivre cet objectif coûte que coûte. Voilà le phare qui doit éclairer notre route. Ne laissons pas nos rêves devenir cauchemars. Ne nous laissons pas entraîner par le torrent tumultueux des ténèbres, où nous finirons par nous immobiliser. La lumière et la joie ne pourront nous atteindre qu'à partir du moment où nous nous ouvrirons à elle. Et donc, lorsque nous serons libérés des craintes mortifères, de l'ignorance et de l'intolérance, des ténèbres. Vous voilà, ma chère contradictrice, en terrain inconnu. Vous êtes arrivé ici sûr de vous, sûr du fait que l'on ne pouvait apprécier la lumière qu'en ayant connu les ténèbres. Mais vous semblez peu à peu vous rendre compte que les ténèbres appellent les ténèbres, et que la lumière appelle la lumière. Comme le disait un maître respecté, aussi petit par la taille que grand par l'esprit, la peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Je sens beaucoup de peur en toi, ma chère contradictrice. Alors lève ce voile noir qui couvre ton esprit, balance à la poubelle ce burkini mental, rejette cette peur qui couvre tes yeux et rejoins-moi. Viens embrasser avec moi la maxime d'Orison Sweet Marden. Celui qui a de l'espoir voit le succès où d'autres voient l'échec, le soleil où d'autres voient les ténèbres et la tempête. Je t'assure, le bonheur il n'est pas à des ailes-lumière, il est tout proche de nous. Car finalement, la seule philosophie que nous devrions adopter, c'est celle qui consiste à espérer qu'il ne dure que les moments doux. Je vous remercie. Maître Yoda Guillon pour sa plaidoirie et nous allons donc nous retirer pour délibérer. Merci.